De gérer la croissance d'une entreprise n'est pas exactement chose facile. C'est extrêmement périlleux, même si les récompenses à la sortie peuvent être énormes. Bienvenue à ce premier épisode de nos conversations de cuisine au sujet du scaling des entreprises, poétiquement appelé gazelle à l'échelle. D'abord, entendons-nous sur ce qu'est une scale-up. Une scale-up, c'est une start-up, une entreprise qui peut même avoir une certaine existence, un certain historique, et qui a validé l'essentiel de son modèle d'affaires, à la fois le fit entre le produit et le marché et sa capacité à générer des revenus de manière récurrente, et qui est prête, dès lors, à appuyer sur l'accélérateur et à passer à la vitesse suivante. Chose sans doute facile à dire, mais beaucoup moins facile à faire. En fait, on en parle dans la littérature comme carrément d'une traversée du désert, de la vallée de la mort. Car d'ailleurs, à chaque stade de croissance d'une entreprise, c'est une nouvelle vallée de la mort que les entrepreneurs doivent apprendre à traverser. D'ailleurs, les statistiques canadiennes nous montrent bien à quel point le passage à chaque stade de développement peut s'avérer périlleux et difficile pour chacune des entreprises. Alors que plus de la moitié des entreprises canadiennes comptent moins de 5 employés, elles ne sont plus que 0,2%, voire à peine 3000 entreprises au Canada, à avoir plus de 500 employés. Ce sont ainsi théoriquement des vallées de la mort. À chaque fois qu'une entreprise doit passer de 3 à 8 employés, puis de 12 à 40, et éventuellement de 70 à 350, voire au-delà. Puisqu'à chaque fois, elle voit sa productivité diminuer et c'est une nouvelle vitesse de croisière, plus rapide que la précédente, à laquelle doit tendre, ou vers laquelle doit tendre la scale-up. Car dans une start-up, avec une équipe limitée de 3 personnes, la vie est facile dans la mesure où tout le monde est très conscient des objectifs à atteindre et tout le monde est partie prenante dans l'exécution. Mais dès lors qu'une start-up atteint le chiffre à peu près magique de 5 personnes dans l'équipe, un leader se doit d'émerger. Or, qu'il soit issu du marketing, des finances ou du développement des produits, ce leader continuera à effectuer sa tâche d'exécution dans le quotidien. Et à partir de 7 personnes dans l'équipe, ce leader doit littéralement arrêter de passer le plus clair de son temps dans l'exécution et devenir ni plus ni moins qu'un coach pour le reste de l'équipe. Et l'histoire se répète à 10 personnes où les premiers middle managers commencent à émerger, c'est-à-dire où est-ce que l'on commence à déléguer à nouveau certaines fonctions à de nouveaux subalternes. Dès lors que l'entreprise atteint 57 employés ou dans ces eaux-là, la délégation devient dès lors optimale, jusqu'à ce que l'entreprise se remette à croître et qu'à nouveau, un nouveau niveau de délégation doit être mis en place. Audrey Larocque, fondateur de plusieurs compagnies en haute technologie. J'ai été CEO de compagnies privées, publiques, start-up, scale-up. Je suis membre aussi de certains conseils d'administration, puis chairman de Mental Technology. Il y a des points dans la croissance qui est au niveau du nombre d'employés qui vont faire une très grosse différence. Fait que de 0 à 20, tu as une certaine structure. De 20 à 60, tu en as un autre. À 60, là, il y a plein d'affaires différentes qui se passent. Puis à partir de 80, 100, 110, là, il y a une autre dynamique qui se développe aussi. Puis je pense que une des choses qui font des serial entrepreneurs qui ont du succès, une grosse différence, c'est d'être capable de planifier ces brisures-là dans ton organisation. Okay? On parle de cassure, là, littéralement. Là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des choses qui fonctionnaient de 0 à 20 qui ne fonctionnent plus du tout de 20 à 60. Puis c'est la même affaire de 60 à 80, 100. Là, ça devient un peu plus blurry. Là, ça dépend du niveau de revenu, etc. Mais d'être capable de comprendre ça à l'avance, là, ça fait des très, très grosses différences parce que si tu peux prévoir la cassure à l'avance, tu évites des downtime. Puis les downtime, ils peuvent être très, très longs. Là. Quand ta structure organisationnelle brise, là, des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 mois à récupérer, spécialement dans des modèles SaaS. Puis ça, c'est inacceptable pour les investisseurs. Fait que la capacité de le prévoir à l'avance, puis de prévoir tes changements organisationnels de façon à ce que cette brisure-là n'arrive pas ou qu'elle soit tempérée, c'est hyper, hyper critique. Puis ça, il y a peu de gens qui le comprennent. C'est le rôle numéro 1 du CEO, c'est de prévoir la cassure, puis de l'identifier, puis et là, ça va être un sujet facile pour le COVID, là, mais
de réduire la courbe. Hein? Il faut réduire le temps de la courbe le plus possible. Donc, je me présente Isabelle Betté. Je suis anciennement cofondatrice et CEO de 8D Technologies, une compagnie mieux connue pour ce qu'on a fait dans le parking, les solutions à Montréal, mais aussi dans le vélo en libre-service sur 4 continents. À passer 50, il se passe quelque chose. Tu sais, 75 employés, 100 employés. Là, tu vois que tu es ailleurs. Puis, je dirais, pour garder l'espèce de feeling de cohésion de la start-up, ben, ça te prend des groupes de travail, ça te prend, parce que tu veux garder cette agilité-là, mais tu vois que ton bateau il est plus difficile à tourner. D'ailleurs, il est facile de comprendre à quel point la complexité peut rapidement croître dans une organisation elle-même en croissance. Lorsqu'on est à peine 2 personnes dans une organisation, il y a 2 canaux possibles de communication. Mais dès lors que l'on passe à 3 personnes, eh bien, cette complexité vient de tripler de taille puisque 6 canaux de communication doivent être gérés dès lors. Ajoutez une 4e personne à l'équipe et ce sont maintenant 12 canaux de communication, 2 fois plus qu'à l'étape précédente. Et cette croissance dans la complexité de la communication, elle est exponentielle. Car de 2 à 4 personnes, la taille de l'équipe a beau n'avoir que doublé, la complexité dans la communication, elle, s'est multipliée par un facteur 6. Et cette nouvelle complexité peut ressembler à un bateau qui aurait le vent dans les voiles, mais qui serait retenu par un ancrage, par une ancre très difficile à lever et qui l'empêche d'atteindre son plein potentiel et d'aller à la vitesse maximale à laquelle il aspire. Et cette nouvelle complexité, ces nouvelles barrières se manifestent de 3 façons que nous allons regarder en détail. D'abord sous la forme du leadership, sous la forme du marketing, mais également sous la forme de l'infrastructure. Des barrières qui, si elles sont levées, peuvent permettre à tout navire de prendre véritablement sa vitesse de pointe et d'aller au bout de son potentiel. Mais abordons d'abord la question du leadership. Dans n'importe quelle entreprise, les leaders ont pour principale tâche d'abord de constamment pouvoir prédire les tendances sur le marché, ce que désirent les consommateurs, les clients, pourquoi certains achètent, pourquoi certains arrêtent d'acheter également, ce que font également les concurrents sur le marché, quelles sont les grandes tendances technologiques par exemple. Or, dans une start-up où les entrepreneurs ont le nez littéralement collé sur le marché, cette tâche est implicitement efficace. Mais à l'heure où une entreprise passe de 3 à 60 employés, eh bien, il est clair que les leaders deviennent de plus en plus distants du marché. Or, un des défis consiste à demeurer connecté sur ses consommateurs, sur ses clients, ce qui implique ou bien d'avoir de très, très bonnes jumelles afin de pouvoir regarder à distance ce qui se passe sur le marché. Mais le risque est bien réel de voir l'entrepreneur, le leader devenu CEO, s'enfermer dans une bulle et ne plus voir la réalité autour de lui. C'est une des grandes causes d'échec de scaling des entreprises. Bien, un leader, à la base, là, tu sais, je fais souvent référence au livre Artistes, artisans et technocrates, qui est, selon moi, une des grandes bibles qui explique qu'est-ce que c'est réellement un entrepreneur. Et un entrepreneur ne devrait jamais se déconnecter de son marché. Si l'entrepreneur qui a eu l'idée, qui est la source inspirationnelle, qui est le visionnaire de la business, commence à regarder les feuilles de temps puis à développer des stratégies d'adoption au niveau des ressources humaines, puis qui les applique, puis fait ça, c'est un mauvais usage du leader. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'ai l'ultra-luxe d'avoir décidé de ne plus travailler dans mon entreprise, mais de travailler sur mon entreprise. Et puis ça me permet d'avoir un point de vue totalement extérieur de ma propre entreprise. Bien sûr, j'ai pas assez, entre guillemets, positionné des bonnes personnes au bon poste, mais ça me permet d'être le gestionnaire de l'entreprise dans 3 ans, jusqu'au jour où on arrive dans 3 ans, puis les gestionnaires en place vont gérer, mais tu sais, ça me permet de pouvoir réfléchir par en avant. Puis ça, c'est un luxe incroyable. Puis je te dirais même que, regarde ce qui s'est passé avec le désinfectant en main. Ben là, tout d'un coup, j'ai pu, pendant 2 mois, je parlais même pas de spirituel dans ma journée parce que j'avais cette obsession de désinfectant en main. Mais la business a roulé, puis a presque même mieux roulé que quand j'étais là. Je dirais que ça, c'est il faut avoir la discipline de garder de l'altitude. Donc, il faut se forcer pour regarder constamment. Et un autre truc qui guette les entreprises en tech, mais partout, puis on l'a vu beaucoup, je ne sais pas exactement la traduction en français, mais c'est la disruption.
c'est des gens qui ne viennent pas de ton industrie, se réveillent un bon matin, ont regardé le problème qui existe et qui est traité, qui est résolu par ton industrie, mais eux arrivent avec une autre approche complètement différente. Donc, c'est des gens que tu n'es pas habitué de voir, ce pas des compétiteurs traditionnels. Ils arrivent du champ gauche, dans ton angle mort, ils débarquent quand tu n'es pas chanceux avec beaucoup d'argent et ça fait excessivement mal. Et puis, je peux en parler parce que nous, on l'a connu dans le bike share. Dans notre cas, c'est des grosses compagnies comme Alibaba, Tencent qui se sont mis à financer des joueurs dans le bike sharing qui offraient aux villes essentiellement des systèmes gratuitement. Parce que leur modèle d'affaires, c'était l'acquisition d'abonnés. C'était une game de logiciels. Alors que nous, on est dans une industrie du transport. Mais eux, le moyen pour arriver à leur fin, c'était le véhicule, mais ils n'en avaient rien à cirer. Alors, quand toi, tu as développé la Rolls-Royce que tu vends à fort prix et que tu vois dans ton rétroviseur ces gens-là arriver, bien, il faut que tu sois agile. Dans notre cas, ça a été un facteur qui a contribué au fait qu'on ait vendu. Une deuxième composante du leadership est la délégation. Le premier niveau est absolument le plus simple, c'est celui où on commence à déléguer ce dans quoi on est faible ou encore moins fort. Un entrepreneur très fort, par exemple, en marketing, déléguera sans doute la finance ainsi que le développement des produits à des cofondateurs plus compétents que lui en la matière. Par contre, au fur et à mesure que l'entreprise devient de plus en plus grande, le premier défi consiste pour les entrepreneurs à commencer à déléguer ce dans quoi ils sont forts, puisque typiquement leur mandat de leader commence à peser lourd dans leur emploi du temps, ils deviennent de moins en moins efficaces à faire ce qui était pourtant hier encore leur force. Or, une entreprise n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons, ce qui fait en sorte que les leaders doivent s'assurer de ne pas devenir le maillon faible de leur chaîne, mais au contraire, le plus fort d'entre eux. Ce qui nous amène au troisième niveau de délégation, qui est la délégation de la délégation, où les leaders doivent devenir en quelque sorte des chefs d'orchestre. Or, cette délégation de la délégation est souvent perçue par les entrepreneurs et les leaders d'entreprises en croissance comme étant un piège qui les éloignera de leur vision du marché, mais également qui fera en sorte qu'on perdra en efficacité. Or, la délégation n'est pas une abdication. Au contraire, une délégation bien réussie commence d'abord et avant tout par un plan de match clair, pour lesquels sont définis des objectifs et des résultats clés, ainsi que des indicateurs de performance qui permettront de voir dans la tempête si les objectifs sont atteints et si le plan de match est respecté. Et le tout doit constamment faire l'objet d'une feedback loop, qu'on appelle une boucle de rétroaction en meilleur français, et qui vise à faire en sorte que les employés, ceux qui sont chargés de l'exécution du plan de match, soient constamment au fait de l'atteinte des objectifs et puissent eux-mêmes garder le cap. Et puisqu'une entreprise n'est rien d'autre que des humains, bien évidemment, le quatrième morceau d'une délégation réussie passe par la reconnaissance, c'est-à-dire la capacité des patrons à reconnaître les bons coups et à donner constamment des encouragements à celles et ceux qui doivent accomplir leur mission. Ouais, écoute, j'ai vécu à tous les niveaux, là. Donc, spécialement dans ma première compagnie, là, je faisais tout. Je faisais tout. Même que les présentations, je les faisais en Illustrator, puis je les sauvais en PDF pour que personne n'ait le droit de venir modifier quoi que ce soit dedans. Fait que je contrôlais, je faisais la définition du produit, les ventes, le marketing. J'ai même codé mon site. Fait que ça te donne une idée. Là, je contrôlais tout. Control free. Écoute, ça fonctionne jusqu'à un certain point tant que tu es prêt à mettre 100 heures par semaine. Là. Fait que, mais à un moment donné, il faut que tu acceptes de déléguer. Quand tu atteins un certain poids, tu sais, probablement que ça marche jusqu'à 20, 25 employés. Après ça, ça ne fonctionne plus. Là, apprendre à déléguer, ça vient avec la maturité, puis ça vient surtout, une affaire que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, ça vient surtout avec notre capacité à mesurer la performance des autres, puis non seulement de la mesurer, mais d'être capable de leur donner un objectif, une direction et les outils, puis après de mesurer. Puis ça m'a pris vraiment longtemps à comprendre ça. Puis quand je l'ai bien compris, je pense que j'étais rendu dans ma 3e business. Puis là, je le faisais vraiment bien. Puis c'est comme ça qu'on a atteint des taux de croissance absolument exceptionnels. Et la dernière dimension du leadership, c'est la répétition. Car à partir du moment où le plan de match est clair, les leaders doivent s'assurer de la compréhension continue des objectifs du plan de match de l'organisation, et ce, à chaque niveau de l'entreprise.
Les leaders doivent en quelque sorte devenir des perroquets ou des banjos à une corde qui répètent constamment le même message afin de garder tout le monde aligné, laser focused, comme on dit en latin, sur les objectifs à atteindre. Et que doivent répéter les leaders? Eh bien, évidemment, la tendance naturelle est de répéter les priorités, de répéter le plan d'affaires, la mission. Certains ont également le réflexe de parler de ce qu'on appelle le BHAG, Big, Hairy, Audacious Goal. Quelle est la vision à long terme pour l'organisation? Moins d'entrepreneurs devenus leaders ont tendance à mettre de l'avant des valeurs fortes également, qui doivent être explicitées. Et encore moins commencent avec le pourquoi ils font les choses. Or, c'est là un facteur exceptionnel de différenciation et surtout de motivation des employés. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. When we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and you say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right.
Why would we use that verb? It doesn't feel right, because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal? Deuxième défi du scaling des entreprises, parlons maintenant d'infrastructure. Pour faire une analogie avec le monde de la biologie, une cellule particulièrement importante, particulièrement par les temps qui courent, qui est un pilier de notre système immunitaire, parlons des globules blancs. Un lymphocyte mesure environ 7 micromètres de diamètre, la taille optimale à laquelle elle a convergé à travers des millions d'années d'évolution. Cette taille, considérant la structure approximativement sphérique d'un lymphocyte, lui donne un volume d'1,8 x 10 à la moins 16 mètres cubes pour une surface d'environ 1,5 x 10 à la moins 10 mètres carrés, ce qui lui donne un rapport surface-volume d'environ 857 000. Et ce rapport, il est clé dans la mesure où un lymphocyte, comme n'importe quelle cellule humaine, doit chercher son énergie et ses nutriments à travers sa surface. Imaginons le cas où un lymphocyte devait doubler de diamètre et passer de 7 à 14 micromètres. Eh bien, ce rapport surface-volume chuterait de près de la moitié, ce qui fait en sorte que la surface de la cellule ne suffirait plus à aller chercher les nutriments et l'énergie, de sorte à continuer à faire vivre ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule. En gros, ce serait l'asphyxie de la cellule. Eh bien, ce phénomène, pour reprendre l'analogie avec une scale-up, c'est l'évolution grandissante et galopante de la bureaucratie. De fait, un lymphocyte préférera toujours se dédoubler, passer une certaine taille, que de continuer à grandir ou à grossir, de sorte à se spécialiser également. Dans une organisation, le tout correspond au développement d'unités d'affaires stratégiques ou encore de groupes plus ou moins autonomes fonctionnant au sein de l'organisation. Or, au fur et à mesure qu'elle se développe, une scale-up a tendance à diminuer son ratio surface-volume, puisque de plus en plus de gens sont dans les faits en contact avec les consommateurs et les clients sur le marché, mais ce nombre d'employés en contact avec les consommateurs grandit moins vite que les gens dont les responsabilités sont davantage internes à l'organisation. D'où le risque de bureaucratie. Nous, on a mis en place, moi et mon partenaire, mon cofondateur, un modèle qui est Visionary Integrator. Donc, deux types de personnalités pour pouvoir avoir une relation qui est, dans le fond, synergétique et non pas d'avoir conflictuelle avec mon partenaire. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai pris toutes les responsabilités au niveau vision de la business, développement des affaires, donc cet aspect-là. Puis lui a pris l'option, pas l'option, mais la direction des opérations. Fait que finalement, même si je suis CEO de la business, j'ai 0 employé qui se rapporte à moi. Tous les employés se rapportent d'abord à mon CEO, qui est partner, et lui, il y a un comité de gestion de 5 personnes qui, eux, après ça, ont tout l'ensemble des employés. Puis on est capable, avec cette structure-là, de me permettre d'avoir de l'espace pour pouvoir innover, penser, regarder ce qui se passe dans le marché, puis lui, d'être vraiment concentré à l'intérieur de la business. Donc, on a mis ce modèle-là en place au moment de la croissance. Je te dirais, on était peut-être rendu une quarantaine d'employés quand on a commencé à mettre ça en place. Puis ça a été très bénéfique là, en tout cas, pour moi, pour lui, pour qu'on sache comment qui s'occupe de quoi, comment on s'occupe de la business. Ce qui nous amène à la troisième importante barrière en matière de scaling, celle du marketing, c'est-à-dire celle relative aux relations et à la préservation des relations avec les clients, bien entendu, mais également avec les employés, les partenaires d'affaires, ainsi que l'ensemble des autres parties prenantes, telles les investisseurs, de même que la capacité à préserver des marges brutes favorables, ainsi qu'une position concurrentielle tout aussi favorable. Car la réalité est que le marché est systématiquement dynamique. Il change à tout bout de champ. Ce qui fait que les efforts peuvent parfois porter fruit, mais parfois carrément rater la cible. Tout cela est dû au phénomène de la Reine Rouge. Dans le deuxième volet d'Alice au Pays des Merveilles, appelé De l'autre côté du miroir, la Reine Rouge et Alice courent toutes deux très très rapidement et après un temps, Alice demande à la Reine Rouge « Reine Rouge, c'est bizarre, dans mon pays, lorsqu'on court aussi vite et aussi longtemps que ce qu'on vient de faire, on se rend habituellement à un endroit différent de là où on était au départ. Or nous sommes au même endroit. » Et la Reine Rouge de lui répondre « c'est un pays bien lent que le tien, ma petite Alice. Tu vois, dans ce pays, il faut courir aussi vite que tu le peux, juste pour rester au même endroit. »
Ce phénomène de la reine rouge veut simplement dire pour les entreprises qu'elles doivent s'adapter à leur environnement, courir au moins aussi vite que leurs concurrents et s'adapter aussi rapidement que ces concurrents aux désirs et préférences changeantes des consommateurs, juste pour rester au même endroit en termes de part de marché, en termes de marge et de capacité à générer ces marges, sans quoi elles risquent de perdre ces parts de marché et éventuellement même de disparaître. Or, ce changement est carrément un changement de philosophie, puisque la culture d'une start-up est d'abord et avant tout axée sur l'acquisition de nouveaux clients. On doit vendre, souvent à n'importe quel prix. Or, au fur et à mesure qu'une entreprise grandit et qu'elle devient une scale-up, plusieurs décisions d'arbitrage doivent être prises. On ne souhaite plus vendre à n'importe quel prix, ce qui implique que l'emphase doit désormais être mise dans la préservation des marges ainsi que dans la sélection de segments de marché toujours plus profitables. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'à travers le développement des entreprises, souvent, les rendements deviennent décroissants avec le temps. Les clients sont plus difficiles à aller chercher, sont plus sensibles au prix, plus réfractaires, ce qui fait en sorte que les scale-up, n'ayant pas perdu leur vieux réflexe de start-up, ont tendance à accepter des conditions qui leur sont, à moyen et à long terme, très défavorables. Et cette même culture d'acquisition de clients doit, dans une scale-up, se transformer petit à petit en une culture de rétention de ses clients, puisque, comme l'adage le dit, il est beaucoup moins coûteux de retenir un client que d'aller en chercher un nouveau. Puis notre première bouteille est ultra facile à vendre parce qu'on lance un nouveau produit, là, on se dit comme, ben là, c'est sûr, ça va être bon. Mais là, c'est obligé d'être bon. Moi, c'est la deuxième qui m'intéresse. La première, elle va être vendue. C'est la deuxième qui est tough à vendre. Ben, c'est parce que je te dirais que vendre une bouteille, une première bouteille, la personne va l'essayer. Mais si elle achète la deuxième, c'est-à-dire, c'est que ta promesse client est vraie. Ça veut dire qu'ils ont trouvé que la bouteille est belle, puis ils l'ont trouvée bonne, au bon prix. Donc là, tu commences à créer un attachement au client. Parce que lui, son reward, là, son retour sur investissement mental, là, s'il rachète, ça veut dire qu'il était satisfait de son achat. C'est un bon dollar versus qualité versus hey, je suis content psychologique là, qui nous prouve quand il rachète. Il y a plusieurs modèles qui sont acceptables. Moi, personnellement, je préfère le modèle où le responsable des ventes nouvelles, fait que là, tu as un new business puis recurring business. Les responsables de la nouvelle business demeurent responsables de la nouvelle business. Dans tous les cas qu'on a bâtis jusqu'à date, les vendeurs ont leur cote pour la première année. La valeur de la première année, ça peut être 2 ans, c'est pas grave. Là, il y a des paramètres à déterminer. Des fois, c'est la première année pour le premier contrat, plus la deuxième année pour les upsells. Mais tout ça, ça se définit. Puis, après ça, c'est que quand que tu vas, en croissant, tu vas venir incorporer un nouveau layer qu'on appelle Customer Success. Il y a plein de noms, là, mais souvent, ça s'appelle Customer Success. Puis ces gens-là vont être responsables des comptes, puis ils vont être horizontaux. Donc, ils vont avoir un lien avec le client tout le temps. Tu veux peut-être même que dans plusieurs cas, là, il y ait un biais positif vers le client, puis un biais négatif vers la compagnie. Il y a même des fois, là, je vais te conter une anecdote assez drôle, là. Le vendeur proposait au client une affaire qui n'existait même pas, puis bien trop cher, juste pour que la personne de Customer Success elle dise non, achète pas ça, ça vaut pas la peine. Juste pour créer le lien de proximité. OK? Fait que ça, c'est des choses qu'on a. Tu ne fais pas ça à répétition, là, mais une fois de temps en temps, là, ça peut faire du bien au lien de confiance. Puis, fait que là, la personne de Customer Success, elle devient propriétaire d'un compte, puis elle a accès à toutes les fonctions de l'entreprise pour supporter son client. Fait que là, vraiment, à partir de là, c'est comme un gestionnaire de projet, mais à plein temps pour des clients. Puis ces personnes-là sont responsables des recurring revenue. Puis ils sont responsables aussi des upsells. Fait que moi, je préfère ça comme ça parce que dans les autres modèles que j'ai fait expérience, quand tu mets les gens qui sont responsables de nouvelles ventes aussi en charge de retenir des clients, ce qui se passe inévitablement à un moment donné, c'est qu'ils ne vendent plus. Ils font juste entretenir parce que c'est plus facile d'entretenir. Première étape donc,
revisiter ces fameuses barrières à la croissance de n'importe quelle organisation et vous assurer qu'elles soient levées au mieux possible. Nous reviendrons sur certaines d'entre elles au fur et à mesure que nous aborderons maintenant les 4 moteurs de la croissance, que sont d'abord et avant tout les gens, mais également la stratégie, l'exécution, ainsi que la gestion financière, pour ne pas dire plus concrètement, la gestion des cash flows, extrêmement cruciale pour toute entreprise en croissance. Ce seront les sujets que nous aborderons au cours de nos 4 prochaines conversations de cuisine au sujet du scaling des entreprises ou de la mise à l'échelle des gazelles.